Donc nous allons pouvoir commencer. Bonsoir à tous et merci d'être venus ce soir pour une conférence discussion autour de l'ouvrage de Virginie Aulagnier qui nous vient de Lyon et me signalait tout à l'heure que Alexis Génie, qui est venu l'an dernier chez nous, venait également de Lyon. Donc c'est un grand plaisir que de recevoir des Lyonnais. Donc Virginie Aulagnier a publié en 2022, l'an dernier, le livre que vous voyez donc à l'écran, Ils ont tué Oppenheimer. Les chanceux comme moi ont l'édition originale. Les moins chanceux auront la version collection de poche, qui est très bien, hein, mais la couverture me semble plus agréable dans l'édition originale. Et Virginie Aulagnier me disait tout à l'heure que c'est un dessin d'Emmanuel Lepage, qui est un auteur breton. Donc voilà, j'ai eu cette chance. Voilà, donc on doit pouvoir quand même trouver l'original encore, mais je vais garder le mien précieusement. Cette conférence entre dans un cycle, vous savez, ou le savez peut-être pas, on a défini donc notre petite commission programmation 2 thématiques pour l'année. Une première autour du sport, les Jeux Olympiques évidemment à l'horizon de 2024, et la deuxième, la Seconde Guerre mondiale. Donc lorsque l'on a découvert le roman de Madame Aulagnier, on s'est dit ça pourrait être une bonne idée. Et on complétera cela le jeudi 21 décembre avec une conférence qui sera assurée par Lucie Genet, qui est maîtresse de conférence à l'université de Limoges. Et elle viendra parler, pas exactement du projet Manhattan, mais des conséquences, les répercussions du projet Manhattan dans cette région donc, du Nouveau-Mexique et plus particulièrement donc, de Los Alamos. Et je vous signale également, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, que grâce à notre petit partenariat avec l'Arvor, le cinéma l'Arvor, l'Arvor rediffusera le jeudi 14 décembre le film de Christopher Nolan, dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc un film qui mérite vraiment d'être vu. Donc si vous ne l'avez pas vu, ce sera l'occasion la semaine prochaine, le jeudi 14 décembre, de voir ce beau travail. Donc merci à Virginie Aulagnier d'être présente ce soir. Virginie Aulagnier est donc romancière. Parmi les ouvrages, si je ne fais pas d'erreur, donc en 2007, vous avez publié Toutes nos vies qu'on abandonne. Toutes ces vies qu'on Ah, abandonne, pardon. mais voilà. Mais voilà. C'était moins les miennes que finalement celles d'un peu tout le monde. En 2008, L'Incertain. En 2011, Rouge Argile. Et vous êtes également scénariste de bande dessinée. Et j'ai vu parmi les choses publiées la série Kia Ora. Voilà. Et en 2013 aussi, à signaler, vous avez fondé avec d'autres collègues scénaristes la revue dessinée qu'on trouve normalement dans tous les bons kiosques, même s'ils se font un peu rares. Voilà. Donc peut-être une première question autour de l'origine du projet. En fait, qu'est-ce qui a été le déclencheur et ce qui m'a puisqu'on a à l'écran ici la photographie donc, du film de Christopher Nolan. Il y a une certaine concomitance. Donc les esprits se sont rencontrés. Manifestement, vous avez travaillé sur les projets de manière parallèle sans vous connaître. Mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur en fait de ce projet ? Disons que c'est une histoire tout à fait personnelle. Nous sommes en 2016. J'ai trouvé en librairie, il ne faut pas rentrer dans une librairie parce qu'on ressort forcément avec des livres. Hein. Un conseil d'amis, ne rentrez pas dans les librairies. Donc je rentre dans une librairie et je tombe sur une biographie de Robert Oppenheimer. Et ça réveille un très vieux souvenir, c'est-à-dire que je dois avoir, je ne sais pas, on va dire que c'est la 5e, 4e, voilà, à l'école, au collège. Robert Oppenheimer est en photographie parmi la frise de scientifiques en classe de physique-chimie. Et parmi tous ces gens-là, c'est le seul qui me regarde en me disant « Oh, je sais ce que tu traverses ». Il a une manière de me regarder qui est tendre, qui, contrairement aux autres qui sont assez sûrs d'eux, lui me regarde avec une fragilité, une tendresse, quelque chose dans le regard que je trouve assez émouvant.
Et donc, il va faire partie de ces personnages qui vont me trotter dans la mémoire d'enfance. Et donc, tombant en 2016 sur la biographie de Michel Rival, en point seuil, eh bien, je la prends pour savoir qui est cet homme derrière ce regard émouvant de quand j'étais adolescente, préadolescente. Et voilà, je la lis et je découvre un petit peu cet homme. Je me remets un peu à niveau aussi en physique-chimie, forcément, puisque c'est une biographie un peu dense. Et en parallèle, euh, je forme ma fille à devenir une citoyenne. Elle doit voter pour les élections de 2017, et donc je la prépare à travers les élections américaines de 2016. Donc on suit les débats démocrates, républicains, etc. Et à un moment, elle est interpellée parce que je crois que c'est Bernie Sanders qui se fait traiter de socialiste. Et elle me regarde, surprise, parce que pour elle, finalement, dans un décor, on va dire, français, être membre du Parti socialiste n'est pas une insulte en soi. Et donc, elle est très interloquée. Et donc, je lui raconte le socialisme, mais surtout le communisme aux États-Unis. Donc on refait un retour en arrière, fin 19e siècle, avec les anarchistes, les Italiens, etc., jusqu'à Robert Oppenheimer, qui lui a été démis de ses fonctions parce qu'il y avait trop de communistes autour de lui. Voilà. Et à ce moment-là, grâce à la question de ma fille, finalement, pourquoi il n'y a pas de communistes et pourquoi il n'y a pas de socialistes aux États-Unis, eh bien, est née l'histoire, enfin, cette petite graine a germé en tout cas en moi et je me suis emparée de Robert Oppenheimer. Voilà. Oui, merci. Alors pour la petite histoire, le Parti socialiste américain a été fondé, si je me souviens bien, en 1918-1919 par un personnage, un homme politique qui s'appelait Eugene Victor Debs. Eugene Victor Debs. Et responsabilité des Français, ses parents étaient d'origine alsacienne et l'avaient prénommé Victor Eugene Debs, donc Victor Eugène Debs, Victor pour rappeler Victor Hugo, et Eugène pour rappeler Eugène Sue, donc romancier du 19e siècle, avec évidemment un fond social très important. Alors, Virginie Olanier a écrit non pas une biographie comme Michel Rival, mais un roman, mais néanmoins, peut-être il pourrait être intéressant de revenir un petit peu sur le parcours de Robert Oppenheimer, parce qu'on découvre beaucoup de choses en lisant votre roman. Et alors là, je commence par la fin, parce qu'il y a un moment de révélation à la fin. Et dans cette citation-là que je vais vous lire, même si vous avez déjà probablement commencé à la lire, voilà, vous écrivez « Robert mourut plusieurs fois cette nuit-là. Plusieurs fois, il renonça à la vie, fit ses adieux à ses parents et au soleil. Plusieurs fois, il ressuscita, se promettant de rester au camp Koenig, de tenir jusqu'au bout pour leur montrer à ces salauds. Plusieurs fois, il se promit de ne pas céder à la terreur, tout en se soumettant. Plusieurs fois, il disparut, à perdre la notion du temps, à en éprouver l'infini, en souffrir chaque seconde. » Donc, quel est ce moment de 1918 ? Oui, alors ça, disons que pour moi, c'est l'élément fondateur de la vie de Robert Oppenheimer. C'est pour ça que je termine le roman avec ce moment-là. Robert Oppenheimer est un enfant brillant. Brillant. Voilà. Il parle très vite le grec et le latin. Et quand on le cherche un petit peu dans le cours de récréation, il dit « mais parle-moi en latin, je te répondrai en grec ». Un petit peu prétentieux aussi, forcément. Et qui a une très grande difficulté à entamer des relations équilibrées, saines, normales avec les enfants de son âge. Un homme brillant, un enfant très intelligent. À 12 ans, il fait sa première publication au Centre de minéralogie de New York. Hein. Voilà, donc il a des grosses difficultés avec les enfants de son âge et ses parents désespèrent de le voir sans amis et donc ils vont l'envoyer en colonie de vacances. Et ça va être horrible, mais suffisamment horrible pour qu'il soit vraiment à ce niveau-là de sa vie, c'est-à-dire à savoir qu'il est mort plusieurs fois et qu'il est ressuscité plusieurs fois. Ce qui lui est arrivé est absolument épouvantable, c'est une brutalisation dramatique d'un enfant. Mais il a eu, disons, la chance d'avoir ce courage. Il est resté jusqu'au bout. Malgré ça, ses parents sont venus le chercher, hein, évidemment,
Et non, il est resté. Il est resté pour leur montrer justement qu'il n'était pas possible d'être brisé. Et là, il a 14 ans, hein, donc c'est un petit garçon, un grand petit garçon. Et il va rester jusqu'au bout. Et plus jamais il repartira en colonie de vacances. Ça, c'est fini. Ses parents vont ensuite proposer à cet adolescent de partir faire du cheval. Et donc, ils vont l'envoyer avec un de ses enseignants et puis deux camarades de classe avec lesquels il s'entend pas si mal que ça. Il va partir au Nouveau-Mexique. Et ça, je crois que c'est une autre citation. Oppenheimer rencontra le Nouveau-Mexique du temps où il se voulait écrivain. Il devint un cowboy. La découverte de la vitesse du galop, au lustré de la robe et de l'odeur animale chez l'adolescent contemplatif, eut l'effet d'une bombe. Oui, Robert Oppenheimer, donc, c'est un adolescent maigre, avec des grands bras, des grandes jambes, un peu. Enfin, c'est pas un sportif du tout. C'est un cérébral au possible. Et ses camarades de classe l'appellent Cutie parce qu'en plus il est joli garçon. Et il se moque de lui, hein, pour ça. Et donc ses parents l'envoient au Nouveau-Mexique pour justement faire de ce grand échalas un corps sportif. Et il va se découvrir. Euh, il est souvent malade, voilà. Et d'un seul coup, il va découvrir qu'en fait son corps est capable de lui donner du plaisir dans la vitesse à cheval. Et à partir de ce moment-là, il va conduire des bateaux, il va devenir quelqu'un qui conduit très très vite ses voitures. Enfin, il va se plonger dans les plaisirs de l'adrénaline de la vie. Il découvre ça à ce moment-là. Et il découvre aussi une autre Catherine, avant son épouse. Une femme qui a une trentaine d'années alors qu'il en a 14, il est fou amoureux d'elle. Enfin non, il en a 18 à ce moment-là, il est fou amoureux d'elle. Et elle va l'emmener faire du cheval et c'est pour la séduire qu'il va apprendre à monter à cheval et pouvoir donc devenir un cow-boy et découvrir que finalement, en plus de son intelligence, le plaisir de la vie, ça peut être à travers le corps aussi. Donc il y a la découverte aussi des grands espaces, les grands espaces du Nouveau-Mexique. Est-ce que ensuite il est responsable lorsque le choix est fait pour le projet Manhattan de l'implantation donc du camp d'expérimentation? Est-ce qu'il est responsable du choix du lieu ou bien est-ce que ce sont les militaires qui décident? Alors, un peu des deux, mais disons que, on va dire, ce qui est demandé pour trouver ce lieu dans lequel puissent être réunis des scientifiques, des militaires, euh, des industriels, évidemment, il faut que ça soit loin des côtes. Parce qu'il ne faut pas que ça puisse être bombardé par des bateaux, etc. Il faut que ça soit dans un endroit possiblement peu habité. Il y a plusieurs choses comme ça. Il faut que ça puisse être fermé vraiment. Et quand on lui donne toutes ces mesures à prendre pour essayer de trouver un laboratoire qui soit un laboratoire secret, il va penser au Nouveau-Mexique tout de suite et il va penser à ce lieu-là. C'est-à-dire que lui, il a un chalet, une petite maison qui n'est pas très très loin. Donc il connaît parfaitement ces lieux-là. Il a acheté ça avec ce petit cabine, cette petite maison avec son frère. Et ils vont passer tous leurs étés là-bas. Ils montent à cheval dans le coin. Donc il connaît ça. Et quand on lui demande vraiment un lieu, il va réfléchir à Los Alamos tout de suite parce que c'est effectivement sur une mesa qui est fermée. Enfin, disons qu'il y a le Rio Bravo, Rio Grande, pardon. C'est les grands espaces qui me font faire du western. Il y a un pont. Enfin, c'est vraiment un lieu très très sécure. Donc, il va proposer ce lieu-là et ça va être choisi tout de suite. Mais ce qui est terrible, c'est que il sait aussi que ce lieu, on va y pratiquer l'expérimentation donc de la bombe et que ce lieu qu'il aime, qu'il parcourt à cheval, potentiellement on risque de l'esquinter, voire de le détruire. Alors, il ne sait pas encore. Au tout début, je pense qu'ils ne savent pas exactement à quoi ça va ressembler. Il faut envisager, et ça demande quand même, parce que nous, on est nés avec la bombe atomique, hein, on sait. Eux, ils ne savent pas. Ils savent au niveau mathématique, ils savent au niveau chimique, mais ils ne savent pas. On ne peut pas envisager quelque chose qu'on n'a jamais vu, dont on n'a jamais vu le visage. On ne peut pas l'imaginer. On n'a pas d'image. Et donc, je crois qu'il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'au début, ils ne savent pas. Et Robert Oppenheimer est un homme, à mon avis, assez naïf. Et il va effectivement tout de suite dire, bon, alors, on s'installe là, on fait ça, puis après, on rend
la terre aux Indiens, parce qu'ils sont sur des terres pueblo. Et donc, ils pensent vraiment, à ce moment-là, au début, en tout cas, ils pensent que c'est possible. Après, non. Alors, évidemment, en 1942, il est connu dans le monde des physiciens, mais il n'est pas encore aussi connu qu'il va ensuite le devenir lorsqu'il y aura l'expérimentation de la bombe en 1945. Donc, ça doit être le 16 juillet ou quelque chose comme ça. Euh, comment? Au matin. À 5 heures, quelque chose du Ouais. matin, oui. C'est le Et, 16. alors, l'expérimentation se fait dans le désert, dans un lieu qui s'appelle Alamogordo. Ici, on a une photo intéressante. On voit Robert Oppenheimer qui, lui, est le chef donc, de la partie scientifique. Et il est accompagné du général Leslie Groves, qui, lui, était responsable de la partie sécurité militaire. Et on les voit ici sur le lieu aussi, je pense qu'il s'appelait Ground Zero, hein, comme aujourd'hui, on le sait, à New York. Et donc, c'est après l'expérimentation. Et donc, notre homme, voilà ce que vous écrivez, anonyme il y a quelques jours encore, il était devenu le père de la bombe atomique, admiré, jalousé, autant que haï dans le monde entier. Oui, alors ça, pour moi, c'était un moment aussi qui était très important. En tant que chef du laboratoire, il est amené à être responsable de ce qui s'est produit dans ce laboratoire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le monde de la science, de la recherche. Le directeur du laboratoire est responsable. Mais il a vraiment endossé ça. C'est-à-dire que finalement, ils sont 500 à travailler là-dessus. Mais tout le monde le reconnaît comme étant le père de la bombe atomique et donc il va prendre en charge cette mythologie, assumer les conséquences de cette mythologie aussi. Ça veut dire qu'il va épargner, en prenant ça sur son dos, sur son nom, il va épargner tous les autres scientifiques. Voilà, Enrico Fermi, par exemple, qui fait la première fission à Chicago, il ne sera jamais considéré comme le père de la bombe atomique, alors que sans Fermi, il n'y a pas de bombe atomique, et ainsi de suite. Donc, c'est lui qui va porter la, disons, la joie, parce que c'est une joie pour les scientifiques d'avoir découvert l'énergie de la matière, c'est quand même un truc dingue, et en même temps, le péché, puisqu'il en parlera plus tard, le péché d'avoir créé la bombe atomique. Voilà, donc c'est ça. Oui, et il a le sentiment, comme il le dira, il y a une petite rencontre avec le président Truman peu de temps après l'expérimentation et peu de temps après que la bombe a été larguée d'abord sur Hiroshima et ensuite sur Nagasaki. Il rencontre le président Truman à la Maison Blanche et il dit, voilà, je suis un peu embarrassé, j'ai du sang sur les mains. Et Truman va le renvoyer dans les cordes et surtout dans ses pénates. Et vous avez mis en exergue de votre roman une citation de Pierre Desproges qu'on va lire. Et après, vous nous direz justement si Desproges était intellectuellement proche de Harry Truman. Qui est encore assez naïf pour croire aux jésuitiques jérémiades des savants atomistes? Écoutez-les geindre ces cuistres. Vous pensez bien, ma chère, que si j'avais pu me douter qu'on utiliserait mes travaux sur l'atome à des fins militaires, j'aurais fait de la broderie plutôt que de la recherche, gémissait Robert Oppenheimer. Et qu'est-ce qu'il croyait, le bougre? Que l'énergie nucléaire, c'était seulement destiné à éclairer les salles de bain? Le fait est que, le 6 août 1945, à 6 heures du matin, il faisait clair dans les baignoires à Hiroshima. Merci des proches. Hein. On peut pas mieux faire, c'est difficile de faire mieux. Oui, oui, bien sûr que c'est le reproche. Enfin, Robert Oppenheimer n'a jamais regretté la création de la bombe atomique, officiellement. Il n'a jamais dit qu'il avait des regrets. Il n'a jamais dit qu'il referait non plus. Mais disons que Harry Truman, effectivement, renvoie Robert Oppenheimer à Princeton en lui disant tu retournes, fais ça là-bas, parce que s'il y a une décision qui a été prise, c'est moi qui l'ai prise. Et donc, le sang n'est pas sur vos mains, mais sur les miennes. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une deuxième chose pour cette citation. Et pourquoi j'ai choisi cette citation? Parce qu'elle est quand même absolument magnifique, bien sûr, mais c'est parce que c'est, je pense, le point de vue qu'on a tous avant de comprendre ce qui s'est produit. Moi, je suis née en 70 en France, à l'abri, j'ai jamais connu la guerre, etc. J'ai donc commencé à lire la première biographie, donc je vous dis, de Michel Rival, avec ces regards-là.
mais pourquoi ces gens ont-ils fait une chose pareille? On parle maintenant d'instant Oppenheimer, c'est-à-dire que là, en ce moment, avec avec l'intelligence artificielle, on parle en ce moment d'instant Oppenheimer. Est-ce qu'en ce moment, on laisse faire et ça va nous échapper ou pas? Voilà. On parle maintenant d'instant Oppenheimer pour ce moment où ces hommes-là ont créé cette bombe atomique. Et notre regard, enfin le mien en tout cas au départ, était vraiment ce regard-là, en disant mais qu'est-ce qu'ils ont eu, enfin, quelle idée ont-ils eu de ne pas envisager les conséquences? Et il faut effectivement Je suis bien revenue de ça, je suis descendue de mon regard supérieur sur ces êtres humains, ces scientifiques. Et j'ai appris beaucoup d'eux sur ces décisions qu'on a à prendre parfois. Parfois, c'est y a-t-il une bombe atomique allemande qui est en train de se créer? Oui. Qui est l'homme qui va créer la bombe atomique allemande? C'est Heisenberg. C'est leur enseignant. C'est l'homme le plus brillant qui existait à ce moment-là en physique. Donc ils ont tous vraiment la trouille. Et oui, ils auraient préféré faire de la broderie, certainement, mais ce n'était pas le moment en 1942. C'était trop tard pour faire de la broderie. D'autant qu'il y avait quand même un ensemble de scientifiques qui étaient convaincus de la nécessité de s'emparer de la chose, à commencer donc par le Hongrois Léo Szilard, qui va voir Albert Einstein pour lui dire il faut écrire une lettre au président Roosevelt pour voilà, lui dire les Allemands sont probablement en train de travailler à ce projet, il nous faut donc réagir. Oui, oui, d'autant plus que jusqu'en 1942, tous les articles scientifiques sont encore publiés. Donc Léo Szilard voit ce qui se passe en Autriche, en Allemagne, et les articles qui sortent et qui démontrent que finalement la fission est possible. Donc effectivement, il va prendre ses jambes à son cou, il va aller voir tout de suite. D'ailleurs, il est accompagné par Eugene Wenger et puis par Edward Teller. Ils sont trois Hongrois et a débarqué chez Einstein pour lui dire, à Princeton d'ailleurs, pour lui dire il faut absolument prévenir Roosevelt, simplement parce que les Allemands ont la possibilité de créer une bombe. Voilà. En plus, ils ont envahi une grande partie de l'Europe, donc ils ont l'eau lourde en Scandinavie. Ils ont les réserves d'uranium belges, parce que je vous rappelle le Congo belge, etc. etc. Donc ils ont tout ce qu'il faut. En plus, ils ont des mines en Tchécoslovaquie. Donc voilà, si eux s'y mettent, on est tous foutus. Et Hitler va prendre le pouvoir en Allemagne. Et Einstein, effectivement, c'est probablement Szilard qui écrira la lettre, c'est Einstein qui l'enverra, évidemment, parce que la signature d'Einstein, Einstein était le plus connu de la bande, mais Einstein lui-même aussi aura des regrets, des remords, puisqu'il dira après, peut-être que j'ai fait une erreur ce jour-là en signant cette lettre. Alors, malgré ou en dépit de ce que dit Pierre Desproges, notre homme n'était pas aussi naïf que ça et il avait des convictions. Et vous donnez à plusieurs moments dans votre roman quelques citations donc, de Robert Oppenheimer qui déjà pendant le projet et évidemment à plus forte raison pendant voilà, l'immédiat après-guerre réfléchit à toutes ces questions autour de l'atome. Donc une première citation: nos liens avec les peuples du monde, notre commune responsabilité pour un monde sans guerre, notre confiance en un monde ainsi uni, nous permettront de ne pas perdre ces choses que nous chérissons, la connaissance, la liberté et l'humanité. Ces mots peuvent sembler utopiques, ce n'est pas le cas. C'est une chose concrète d'éviter la guerre atomique. Et une seconde citation: si les armes atomiques s'ajoutent aux arsenaux des guerres, aux arsenaux des nations qui se préparent à la guerre, alors un jour viendra où l'humanité maudira les noms de Los Alamos et d'Hiroshima. Les peuples de ce monde doivent s'unir ou ils périront. Et on a chez Oppenheimer et chez d'autres scientifiques, notamment ceux qui travaillaient à l'université de Chicago, une réflexion en fait qui est conduite pendant toute la période d'expérimentation. Oui, oui. Alors là, ce dernier extrait, c'est le discours qu'Oppenheimer donne au moment où il quitte le Salamos en octobre 1945. Lui, il a décidé de partir, de retourner dans des universités. Il veut pas travailler, il veut pas être fabricant d'armes. Donc, il veut pas travailler pour le gouvernement, il veut pas travailler pour les industries, il veut pas tout ça. Et finalement, ce que lui propose à ce moment-là, c'est de partir et de laisser cette bombe là où elle est. Elle a servi au Japon, puis après c'est bon, on n'en parle plus. Et on sent cet espoir-là.
Dans la citation précédente, c'est plus tard. Et là, il dit qu'il faut partager ce savoir-là avec le monde entier, non pas les armes elles-mêmes, hein, mais le fait que, disons que la radiologie, c'est quelque chose dont on se sert encore aujourd'hui pour guérir. Donc il y a la possibilité de se servir de ces outils-là pour faire des choses dans le bon sens. Et c'est ça qu'il souhaite partager. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut s'unir et partager, etc. Oui. Et puis il y a cette tradition universitaire, en fait, Oui. qui est celle du partage de l'information. Les publications, vous le disiez tout à l'heure, donc sont toujours accessibles jusqu'en 1942. Et effectivement, le monde scientifique ne fonctionne que s'il y a un partage, y compris avec des adversaires potentiels. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand Truman demande à Oppenheimer dans combien de temps les Russes auront la bombe, il dit 5 ans, au pire 10 ans s'ils ont vraiment, parce qu'il y a eu énormément de morts en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc 10 ans si jamais ils n'ont pas assez de personnel. Donc lui, il sait très bien que les Soviétiques vont avoir la bombe. Donc, parce qu'en tant que scientifique, il sait ça, que le savoir, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à la frontière. Donc, mais pour en revenir aux autres, ceux qui souhaitent, qui sont à Los Alamos, tous ces moments d'échange qui se passent, disons qu'il y a des personnages qui, eux, souhaitent vraiment cette bombe et qui veulent d'autres bombes, et en particulier Edward Teller, dont j'ai vu passer la frimousse. Voilà. Edward Teller, donc, qui est un physicien brillantissime aussi, et qui sera, lui, le père de la bombe thermonucléaire en 1952. Première explosion, c'est 1952, grâce au calcul de Ullmann. Oui, Ulam, pas Ullmann. Ulam, excusez-moi, je me suis trompée. Et voilà. Donc, à l'intérieur de Los Alamos, il y a cette division déjà entre ceux qui considèrent qu'il faut créer une bombe de circonstance pour une guerre et mettre fin à toutes les guerres, parce que c'est comme ça que c'est présenté. Et puis d'autres qui envisagent, comme M. Teller, qui est là, qui envisage qu'en fait on peut faire une bombe, puis une grosse bombe, et puis plein d'autres bombes, et puis des bombes qu'on pourra mettre dans des bateaux, qu'on pourra mettre dans des avions, des bombes qu'on enverra comme des fusées. Bon, ça, il le verra après avec la fin de la guerre et les V2, etc., puisqu'ils vont travailler ensemble. Mais, donc oui, il y a vraiment cette division-là, et il y a un scientifique qui s'appelle John Manley, qui est un physicien remarquable, qui a travaillé lui aussi, un des pères de la bombe atomique, et qui travaille ensuite avec Robert Oppenheimer. Et en 1986, il y a une très bonne interview de lui, où on lui demande ce qui s'est produit en 1945. Et il dit il y a eu une scission dans le monde universitaire. Il y a ceux qui sont repartis travailler dans les universités, enseigner, transmettre à leurs étudiants, suivre des thèses, faire de la recherche, etc. Et il y a ceux qui sont partis travailler pour l'industrie et le gouvernement. Voilà. Et Teller fait partie des gens qui sont partis travailler pour l'industrie et le gouvernement. Et les rapports entre... On le voit dans le film, on le lit dans votre roman, les rapports entre Oppenheimer et Teller étaient assez tendus. Je vais lire la citation, et tu sais quoi? Donc c'est Edward Teller qui s'exprime. Il parle à Oppenheimer. Les militaires, ils en voudront de ma super bombe. Ils en reviendront de ton gadget à toi. Il est trop petit pour satisfaire leurs rêves. Il n'est bon qu'à effrayer Hitler, à faire cesser ce conflit. Mais que crois-tu qu'il arrivera ensuite? Les communistes s'y mettront et le gouvernement me suppliera d'inventer ma super pour mettre tout le monde d'accord. Alors, je ne sais plus à quel moment de la chronologie Edward Teller s'exprime, mais évidemment, là, on a une espèce de préfiguration de la guerre froide à venir. Mais disons que très vite, il faut envisager que Edward Teller, par exemple, a fui la Hongrie. Il s'est réfugié aux États-Unis parce qu'il y a les communistes qui sont rentrés en Hongrie. Donc lui, il les a vus de près, les communistes, et il ne veut pas du tout. Donc il fait partie des anticommunistes farouches qui ont rejoint les États-Unis pour se mettre à l'abri. Enrico Fermi, sa femme est juive, il quitte l'Italie fasciste, mais c'est pour protéger sa famille, etc. Voilà, ils ont donc des niveaux d'implication très différents au travail de la bombe suivant leur histoire personnelle. Et effectivement, là, c'est un moment où Edward Teller, on est à Los Alamos, entre donc, ça doit être 1943, fin 43, début 44, enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est Los Alamos. Et à ce moment-là, Edward Teller décide de ne plus travailler
sur le gadget, parce que c'est vraiment le nom de la bombe. À ce moment-là, c'est le gadget. C'est un nom, ouais, c'est un nom secret. Il ne faut pas parler de bombe. Ils savent pas. Personne ne sait qu'ils travaillent sur une bombe à part les scientifiques. Donc, on parle du gadget. Ça peut être un radar, ça peut être plein de choses. Et ensuite, donc, il refuse de travailler là-dessus parce que il se sent, il n'a pas été nommé directeur de recherche. C'est Hans Bethe, un autre physicien, qui a été nommé à sa place. Et bref, il ne trouve pas ça juste. Et donc, il refuse de travailler. Et Robert Oppenheimer vient pour leur demander de revenir travailler. Et comme il n'y arrive pas, il va proposer à Edward Teller de travailler dans son coin à la bombe thermonucléaire, la bombe H, la suivante, la grosse, qui arrivera en 1952. Donc, il commence déjà à travailler dessus en 1952. Voilà. En 1942, pardon. 43, 44, pardon. Je vais y arriver. Le gadget et les soviétiques avaient aussi leur propre appellation pour le projet Manhattan, la bombe. Donc dans les télégrammes ou cryptogrammes qui étaient envoyés par les soviétiques et qui ont été révélés il y a quelques années, ça s'appelait Enormos. Voilà. Donc ça donnait une petite idée donc, de la magnitude du projet engagé. Alors, 1945, juillet 45, la bombe effectivement est expérimentée et ensuite en vrai à Hiroshima et Nagasaki. 45-47, vous l'avez dit, donc il est à Princeton, il revient à Princeton, mais il n'a pas l'air d'être trop satisfait de sa position. Donc, il est rappelé. En fait, il est content de sa position. Pardon, excusez-moi, il a été. On lui demande, toutes les universités américaines lui demandent de venir travailler. Lui, il a quitté Berkeley et il est retourné à Berkeley. Et en fait, il s'est dit qu'il n'était plus fait maintenant pour l'enseignement. Il était là pour protéger les hommes de la bombe atomique. Donc, il est appelé par David Lilienthal à ce moment-là, qui travaille à faire interdire la bombe à l'ONU pour le gouvernement américain. Et donc, il appelle tout de suite Oppenheimer, et Oppenheimer débarque et va écrire le rapport Exxon, c'est ça. Exxon Lilienthal, qui donc propose la création au niveau de l'ONU d'une commission à l'énergie atomique de contrôle, de surveillance et de l'uranium jusqu'à l'utilisation, hein, vraiment de A à Z. Évidemment, ça ne se passe pas comme sur des roulettes, les soviétiques râlent un peu, on rapatrie Lilienthal et Oppenheimer, on envoie un autre homme pour défendre un autre projet, qui ne sera donc pas ce rapport-là, qui sera un autre rapport, et là c'est carrément, on va aller surveiller ce que vous faites dans vos pays si vous travaillez sur l'atome. Donc les soviétiques n'en veulent pas, les Américains font exploser leur première bombe atomique en mode civil, quelque part à Bikini, donc tout est foutu, disons. Mais c'est pas qu'il fait... il est appelé à Washington. Et il est appelé en même temps qu'Isidore Rabi, qui est son pote, qui est un physicien. Et en même temps, on lui offre la place du président de l'Institute for Advanced Study à Princeton. Donc il va aller à Princeton, c'est pas très loin de Washington, c'est beaucoup plus près en tout cas que Berkeley. Et donc il va rester dans ce coin-là et il va rester à côté de la bombe tout le temps. Et c'est à peu près à ce moment-là aussi que les ennuis vont commencer pour lui, parce qu'on n'a pas encore abordé le cœur de votre roman. Mais à partir de 1949, donc 49, c'est évidemment l'expérimentation réussie de la bombe atomique soviétique. Et le FBI commence à s'intéresser à Robert Oppenheimer. Il est convoqué une première fois, je ne sais pas si c'est par le FBI ou par le Congrès, mais on lui demande de venir s'exprimer. Oui. Alors, Robert Oppenheimer est écouté par le FBI depuis octobre 1942. Et il le sera jusqu'à la fin de sa vie, je pense. Pas officiellement, mais en tout cas, oui, il est écouté comme ça tout le temps. Donc il le sait. Il y a un moment où il plaisante avec sa femme qui lui dit « Mais t'as entendu, ça clique sur la... » Mais c'est le FBI, mon amour. Enfin voilà. Voilà. Mais disons que ce qui se passe pour lui, finalement, c'est que... j'ai perdu le début de la question. En fait, je suis partie là-dessus. Ah oui, la question c'est ça. De la surveillance et C'est donc ça. des ennuis qui commencent pour lui. C'est ça, c'est exactement ça. Donc il est surveillé tout le temps, sa femme est écoutée, ils sont tous les deux interrogés régulièrement par le FBI, à Los Alamos et après. Mais là, ce qui est demandé, c'est que c'est le comité sur les activités anti-américaines
dont tout le monde a à peu près entendu parler, qui commence à faire des enquêtes après avoir fait sur Hollywood, donc les 10 de Hollywood, Dalton Trumbo, etc., enfin, ces gens-là. C'est le monde universitaire qui est enquêté par Nixon, qui préside parfois cette commission-là, ce comité. Donc Robert Oppenheimer est invité à venir témoigner contre son frère. Son frère, entre autres. En tout cas sur Berkeley. Berkeley, ni des communistes, ni socialistes, etc. Et donc on va lui demander de témoigner contre ces gens. Et contre... voilà. Oh, pardon. Donc Frank Oppenheimer, en vieux monsieur. À ce moment-là, il est assez jeune. Il doit avoir pas tout à fait une trentaine d'années. Si, une trentaine d'années. Et donc, il est à ce moment-là lui-même enseignant de physique. Et Robert Oppenheimer va témoigner. Et il va dire qu'il ne peut pas répondre aux questions. Il va dire, si vous voulez savoir si mon frère est communiste, eh bien, demandez-le lui. Donc, il va refuser. Plusieurs fois. On lui demande plusieurs fois si son frère est communiste. Vous avez vu, je pense, déjà des comités, au moins sur YouTube, etc., comment ça marche. Donc, on repose plusieurs fois la question, etc. Et ensuite, refusant de dire si son frère est communiste ou pas, il va être encore plus écouté et encore plus surveillé. Et le souci, c'est que évidemment cette commission du Congrès fait un petit retour en arrière et dans la vie de Robert Oppenheimer, et il a, semble-t-il, été entouré d'un faisceau d'amis, de proches qui étaient eux-mêmes très proches, voire membres du Parti communiste américain, à commencer donc peut-être par le personnage que l'on voit en bas à droite, Jean Tatlock. Jean Tatlock, oui, absolument. Donc Jean Tatlock est une médecin psychiatre, étudiante quand Robert Oppenheimer la rencontre. Et elle est communiste, elle écrit pour des journaux du Parti communiste, etc. Elle est très très engagée. Et c'est elle qui va révéler Robert Oppenheimer à l'humanité. C'est-à-dire que je vous ai dit, c'est un garçon qui n'est pas très habile avec les autres et qui est pas voilà. Et elle va le faire quitter son appartement magnifique, ses tableaux de maître, et elle va lui dire viens voir, on va aller voir ce que c'est que la vie des ouvriers, des employés. Et il va découvrir la vie des autres, vraiment. Et donc, comme il a beaucoup d'argent, il va financer les caisses de grève. Il va lancer avec Hakon Chevalier, on verra tout à l'heure, son ami, le premier syndicat des enseignants de Berkeley. Voilà, c'est le grand là. Il va se lancer vraiment dans quelque chose de l'ordre du social, de l'écoute des difficultés des autres. Et évidemment, à ce moment-là, ceux qui font ça à Berkeley, dans ce coin-là, ils sont tous de gauche et socialistes ou communistes. Et pour certains, ils ont leur carte. Par exemple, Frank Oppenheimer, son épouse, ils ont leur carte au Parti communiste. Ils ont pris leur carte. Ce qui est, à cette époque-là, un engagement important quand même. Parce qu'on parle des années 30, du Dust Bowl, on parle de tous ces moments très, très, très violents pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, il y a beaucoup d'intellectuels qui s'engagent de ce côté-là. Et donc, Robert Oppenheimer, a priori, sa carte n'a jamais été retrouvée, il n'a jamais été noté quelque part, mais il va financer le Parti communiste, il va financer les Américains qui partent en Espagne pour lutter avec les républicains, il va financer, voilà, parce qu'il a beaucoup d'argent. Et il est entouré donc autour de lui vraiment de gens très très engagés. Alors oui, il y a une enquête au moment où il a été recruté par Groves. Les renseignements militaires n'en voulaient pas. Le FBI n'en voulait pas. Personne n'en voulait dans les services secrets finalement. Par contre, Groves ne voulait travailler qu'avec lui. Donc Groves a pris la responsabilité de la surveillance de Robert Oppenheimer sur ses épaules. C'est-à-dire, s'il y a un souci, moi, général Groves, je quitte mon poste. Je m'engage. Et donc Robert Oppenheimer n'a pas le droit de conduire, alors qu'il adore ça. Il n'a pas le droit de faire du cheval, de partir loin, etc. Il est surveillé en permanence. Il est accompagné partout.
Voilà. Et d'ailleurs, Jean Tatlock, on va revenir à cette femme. Donc, il la rencontre et ils sont très amoureux. Et Robert Oppenheimer demande 2 fois à Jean Tatlock d'être son épouse. 2 fois, elle refuse. Et il va la quitter. Il va épouser Kitty. Voilà, cette femme absolument formidable aussi. Et il aime les femmes de caractère. Elles font pas du tout partie voilà, elles se tiennent pas à la Jackie Kennedy, pas du tout, mais absolument pas. Ce sont des femmes de très fort caractère. Bref, l'une comme l'autre, elles vont être détestées par les hommes autour d'elles, en particulier ceux qui ont de l'autorité sur Robert Oppenheimer. Mais bon, ça c'est petite parenthèse. Donc il quitte Jean Tatlock et il va épouser Kitty quelques années après. Sauf que Jean Tatlock, elle est très triste et très dépressive depuis que Robert Oppenheimer l'a quittée. Et il va donc avoir une liaison avec Jean Tatlock alors qu'il est marié avec Kitty, au moins 2 fois. Enfin, 2 fois d'après le FBI. C'est pas, évidemment, je n'ai pas vérifié quoi que ce soit, vous pensez bien. J'ai laissé le FBI faire le travail du romancier, de la romancière pour moi. Et donc, au cours de l'été 1943, Robert Oppenheimer se rend à Berkeley pour travailler avec Ernest Lawrence, qui est un des scientifiques qui travaille sur le synchrotron, enfin voilà, ces choses pour isoler les atomes. Et en fait, Robert Oppenheimer va profiter de ce passage à Berkeley pour traverser la baie et aller à San Francisco retrouver Jean Tatlock. Il est évidemment surveillé. Évidemment, c'est comme ça que je le sais. C'est parce que voilà, il est arrivé à telle heure, ils ont mangé ça, il s'est passé ça. À telle heure, s'est éteint la lumière et Robert Oppenheimer est reparti le lendemain. Donc, il s'est passé une soirée, une nuit ensemble. Elle est encore membre du Parti communiste. Et ça, c'est épouvantable pour les services secrets qui déjà n'en voulaient pas. Ils considèrent que Robert Oppenheimer est un traître à la nation. Et en plus d'être surveillé, là, cette fois-ci, il va être interrogé. Il va être interrogé par les services secrets, par Pache, qui est le responsable des services secrets de l'armée dans ce côté des États-Unis. Il va être évidemment, il va rien dire. Enfin, il va inventer à peu près tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que, en gros, il y a de ces étudiants. Il veut pas donner de nom, donc il invente quelque chose. Et ça, il faut pas. Il faut pas, quand vous avez un agent du FBI, soit vous dites rien, soit vous dites, mais vous pouvez pas inventer. Et Robert Oppenheimer, je vous dis, il voulait être écrivain. C'est sa première pulsion. Il voulait écrire. Il a écrit beaucoup de poésie. Et ben, il raconte n'importe quoi. Et donc, 1900, quelques années plus tard, ça lui sera reproché furieusement. Et c'est également donc en 1953, suite à cette enquête du FBI, que sa security clearance, c'est-à-dire son autorisation de sécurité qui lui permet de travailler dans le milieu des physiciens, lui est retirée. Et ensuite, une procédure va être lancée contre lui et un personnage central dans votre roman, c'est Louis Strauss qui va s'employer à, disons, le tuer pour reprendre votre titre. Ils ont tué Oppenheimer, va s'employer à le tuer professionnellement. Petite citation. Messieurs, je vous ai réunis afin que nos rencontres ne soient plus fortuites. Autant être direct, je vous propose de mettre fin à l'emprise d'Oppenheimer sur Washington. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce personnage ? Lewis Strauss, Robert Oppenheimer l'a rencontré en 1946 quand il est venu proposer donc, la direction de l'Institute for Advanced Study. C'est l'homme qui vient à San Francisco demander à Robert Oppenheimer s'il souhaite prendre cette responsabilité. Et Robert Oppenheimer commence à lui dire « Oui, alors on fera venir T.S. Eliot, des historiens. » Voilà, Robert Oppenheimer est dans la transmission, et dans le partage, et dans l'ouverture. Et Strauss rentre à Princeton en disant « Il ne veut pas, parce que Princeton, l'Institut for Advanced Study, ce sont des sciences dures. Et il est hors de question qu'on y mette des romanciers. » Voilà. Et quand Strauss revient là-bas, il se fait gronder. Il dit, mais tu plaisantes.
Il voulait ça, mais évidemment, donnons ça à Robert Oppenheimer. Enfin, c'est Oppenheimer, quoi. Voilà, c'est l'homme qui a inventé la bombe. On ne peut pas se passer d'une publicité pareille. Et ça commence donc très mal, leur relation. Hein. Ensuite, Lewis Strauss sera humilié par Robert Oppenheimer à plusieurs reprises. Mais c'est surtout le fait que Lewis Strauss travaille à la Commission à l'énergie atomique américaine, il est conseiller là-bas, et Robert Oppenheimer lui-même est conseiller. Ils sont en désaccord en permanence. Robert Oppenheimer voulant transmettre des informations aux Alliés, Lewis Strauss ne comptant pas du tout transmettre quoi que ce soit à quiconque, hormis les industries américaines. Il faut garder cette avance technologique, il faut garder le secret. Et donc, pendant 6 ans, ils vont se frotter. Vraiment beaucoup. Et le problème, c'est que Robert Oppenheimer ne se frotte pas qu'avec Lewis Strauss, il n'affronte pas que Lewis Strauss. Il va affronter aussi, par exemple, le Strategic Air Command, donc l'armée, l'aviation, parce que l'aviation, l'Air Force veut absolument un avion à propulsion atomique. Et Robert Oppenheimer va les envoyer bouler en disant « Mais si, vous le mettez où, votre pilote ? Vous savez combien doit peser un avion qui doit être protégé par du plomb ? Et troisième chose, s'il tombe, cet avion, on fait comment à l'endroit où il est tombé ? Tout le monde est mort. » Donc il va refuser des choses au Strategic Air Command, à l'Air Force, et ça va les mettre un peu en colère. D'autant plus que la navale, elle va avoir son bateau à propulsion nucléaire. Donc ça, voilà, il y a des frictions comme ça. Et Lewis Strauss va associer des scientifiques comme Edward Teller, qui voulait sa grosse bombe et qui est en colère contre Robert Oppenheimer parce que Oppenheimer ne l'a pas nommé à des postes qui lui conviendraient mieux. Il va agréger donc l'Air Force. Il va agréger aussi une partie des journalistes de Life Magazine, de Henry Luce, voilà, qui sont à ce moment-là vraiment très protectionnistes. Et puis évidemment, les gens comme lui au sein de la Commission à l'énergie atomique. Donc il y a ce mouvement qui se passe et qui va tuer Robert Oppenheimer. C'est une citation qui n'apparaît pas dans le PowerPoint, mais que je vais vous donner. Donc là, c'est le personnage qui parle, c'est Kay Russell. Et elle dit... C'est une des secrétaires de Robert Oppenheimer, et elle est à Washington. Donc c'est à la page 89. Elle avait appris le désir de vengeance de Strauss, son pouvoir grandissant et les visites que lui rendaient d'influents membres de l'Air Force et le G-Man Bates. Donc voilà, ça confirme pleinement ce que vous disiez à l'instant. Disons que c'est très simple. Le FBI a bien travaillé. Il y a beaucoup de choses qui ont été déclassifiées. Et dans les biographies qui sont faites sur Robert Oppenheimer, il y a souvent des extraits de ces documents du FBI, ces extraits de documents professionnels finalement. Donc, et puis, ce n'est pas quelque chose d'inventé, c'est quelque chose qui a été reconnu plus tard. Les premiers journalistes à sortir l'affaire de Strauss, par exemple, Robert Oppenheimer a été démis de ses fonctions en juin 1954. En septembre 1954, 2 journalistes sortent un petit fascicule qui s'appelle We Accuse et qui raconte comment Lewis Strauss a monté tout le monde contre Robert Oppenheimer. Mais que Strauss a agrégé les gens, mais que l'envie de défaire Robert Oppenheimer de Washington, d'enlever le fait qu'il soit accroché comme ça à sa bombe, il fallait absolument l'enlever pour qu'on puisse faire exploser des bombes en paix, quoi. Eh bien, c'est quelque chose qui est démontré dès septembre 1954 par des journalistes. Et puis ensuite, ça s'est su très vite, quoi. Et les auditions donc, ont lieu de avril à mai 1954. Et comme vous le disiez, donc, il est défait. Il est véritablement, enfin littéralement... dévasté et donc non seulement d'un point de vue professionnel mais humainement il en sort complètement enfin plus qu'affaibli. Ah oui, les photographies avant-après mai 53, c'est sidérant. Hein. Vous allez sur Internet, vous regardez Robert Oppenheimer, je sais pas, en 49, en 52, voilà. C'est un homme qui a la quarantaine bien entamée, qui est en pleine forme, qui va bien. Et puis,
Après, vous pouvez aller voir un extrait de See It Now, qui est l'émission phare contre le maccarthisme de ces années-là, qui se passe en janvier 1955. Robert Oppenheimer, non seulement il a donc 51 ans, non seulement il est défait physiquement parce qu'il a un tout petit coup enfin, on voit encore le col de sa chemise, vous savez, comme s'il avait tout maigri à l'intérieur, quoi. On voit ce grand col comme ça, il a une petite tête ratatiner, il est tout blanc, tout blanchi d'un seul coup. Il est tout maigrelet, il est voûté. Mais il a encore ce sourire absolument incroyable qu'il offre généreusement à la caméra. Et voilà, ça, c'est des moments où on voit physiquement combien il a morflé. Hein, soyons clairs, c'est pas meurtri. Meurtri parce que, en tant qu'Américain de première génération, puisque son père est allemand, sa mère est américaine, mais il porte au cœur vraiment ce patriotisme, encore plus fort certainement parce qu'il a tant de choses à prouver à ce pays dans lequel il est venu au monde. Donc voilà, le fait qu'il soit démis de ses fonctions pour déloyauté et manque de caractère, je vous rappelle quand même que ça n'existe pas, hein, dans la loi. On ne peut pas être poursuivi en justice pour ces deux faits-là, c'est pas possible. Mais on est en pleine période du maccarthisme, période McCarthy. Il y a des executive orders qui sont sortis par les présidents, enfin je ne trouve pas le mot en français, c'est con, pardon, c'est dommage. Voilà, qui font en sorte, qui accentuent en disant la pression sur les fonctionnaires pour pouvoir ne pas être soumis à tout ce qui pouvait être comme, je sais pas, faire chanter quelqu'un, etc. Donc un fonctionnaire ne devait pas être alcoolique, il ne devait pas évidemment tromper sa femme, il ne devait évidemment pas être homosexuel, ça on n'en parle même plus, il ne devait pas jouer non plus. Et tout ça pour empêcher le fait que les soviétiques fassent chanter ces fonctionnaires-là et que, sous le chantage, ils diffusent des informations. Donc, le manque de caractère et la loyauté étaient à ce moment-là deux prérequis pour être un fonctionnaire sylvestre. On avait commencé notre discussion autour, enfin on avait rappelé donc la diffusion prochaine du film de Christopher Nolan au cinéma l'Arvor. On va à nouveau le rappeler. Et le personnage central aussi au cœur évidemment du film, c'est Oppenheimer, mais le deuxième, c'est quand même Lewis Strauss, comme dans votre roman. Donc à nouveau, une intuition identique. Et vous avez, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, vous avez une petite interview sur YouTube et vous disiez tout le plaisir que vous avez eu à voir le film. Donc peut-être que vous pourriez brièvement nous dire un peu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La première chose, quand j'ai appris que Christopher Nolan allait sortir un film sur Robert Oppenheimer, j'étais aux anges. Vraiment aux anges. D'abord parce que j'ai écrit ce roman sur Robert Oppenheimer. Je ne suis pas historienne, je ne suis pas universitaire. C'est un très grand travail, c'est 6 années de ma vie, mais c'est 6 années de ma vie, d'accord. Je raconte quand même à l'intérieur comment des personnes ont fomenté un complot pour enlever Robert Oppenheimer de son poste. Je vous parle d'un temps, moi j'ai commencé en 2016, à commencer à travailler, à réfléchir, donc on est avec le Covid, on est en pleine phase complotisme. Il y a Trump qui fait les choses très très bien. Enfin bon bref, voilà. Donc si vous voulez sortir un livre qui parle d'un complot, sans avoir derrière soi un bagage universitaire pour dire bah, c'est ce que je dis quand même, c'était un peu compliqué. Ça m'a mis dans une position fragile, avec quand même une assurance. Enfin, je savais de quoi je parlais quand même. Les frères Alsop avaient sorti ce magnifique... Bon, bref, tous les biographes parlent de ça. Mais en France, on n'est pas nombreux à parler de Robert Oppenheimer. Alors quand j'ai vu Christopher Nolan arriver avec toute la cavalerie de Hollywood, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est chouette. Il va certainement raconter la même chose que moi, puisque c'est la vérité historique, finalement, en fait. Moi, je l'ai mise en scène sous forme de roman, lui met ça en scène sous forme d'un magnifique film. J'étais très, 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 très heureuse, très soulagée.
Et la deuxième chose, effectivement, vous allez voir ma bobine complètement réjouie à la sortie du film, parce que il met en scène le choc, le couple essentiel que sont effectivement Robert Oppenheimer et Lewis Strauss, qui sont donc deux visages de l'Amérique de cette époque-là, ceux qui sont de l'ancien temps, comme Robert Oppenheimer, des universitaires qui sont dans le partage, qui sont voilà, des univers classiques, des universitaires dans ce qu'on entend habituellement par là. Et puis Strauss, qui lui est banquier, oui, qui est pas du tout scientifique, hein. Il est banquier de formation. Il a travaillé avec le président Hoover. Il est monté tout doucement. Il était vendeur de chaussures quand il était petit. Donc lui, c'est plutôt la conquête. C'est les États-Unis dans le sens de la frontière, quoi. On avance, on grandit, on devient riche. Robert Oppenheimer, c'est un nabab. Il est né dedans. Donc il n'a rien à prouver, ni rien. Enfin voilà. Donc ce sont ces deux personnages-là, ces deux visions. Donc je vous dis, hein, l'éclosion du capitalisme flamboyant et puis le côté réservé, modeste des grandes familles patriciennes de New York. Enfin voilà. Et on retrouve pas mal de choses de cette intuition que j'ai eue effectivement, mais qu'on partage nombreux sur ces deux personnages-là. Voilà, donc ayant eu le plaisir de lire votre livre avant de voir le film, je peux vous dire donc que les deux sont complémentaires et c'est un vrai plaisir que votre ouvrage. Et donc je vous remercie là pour notre discussion et on va donner la parole peut-être à l'auditoire si d'éventuelles questions sont posées. Sinon, je répète la question. Est-ce qu'il y avait une dimension antisémite chez Strauss Il est juif. Lui-même est juif. Donc comme ça, on est débarrassé de ça. Par contre, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du religieux. Mais ça n'a pas à voir avec le fait d'être juif ou pas. Ça a à voir avec le fait de croire ou ne pas croire en Dieu. Robert Oppenheimer ne croit pas en Dieu. Ses parents non plus. C'est un libéral. Il vient d'une famille, voilà, comme ça. Il a été élevé, il a été envoyé dans une école où on questionne le fait religieux. C'est pas du tout une école, au contraire, c'est un fait religieux. C'est vraiment, on discute le fait religieux. Donc il croit pas. Et on est à une période, et ça c'est très très intéressant. Enfin, moi, j'ai fait des découvertes en faisant mes recherches. Hein, c'était génial. Je me suis éclatée pendant mes recherches. Je trouvais ça trop bien. Donc, un truc dingue, c'est que à cette époque-là en particulier, mais je pense que c'est applicable encore maintenant, le fait que Robert Oppenheimer soit athée ou sans Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour Strauss. Pour faire confiance à Robert Oppenheimer. Peut-on faire confiance à quelqu'un qui ne croit pas ? C'est ça, en fait. La vraie, je pense que Robert Oppenheimer en a pâti à plusieurs niveaux, avec Strauss en premier, mais pas que. Peut-on faire confiance ? Est-ce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut être loyal, puisqu'il ne craint pas Dieu ? Voilà, ça c'est une grande... Mais ça j'en parle. On n'en parle pas. Enfin, Christopher Nolan n'a pas le temps. Hein. Il a 3 heures, Christopher Nolan. Moi, j'ai 300, je ne sais plus combien de pages. Donc, j'ai eu plus de temps. Et donc, je parle de ça, de ce rapport-là, du fait religieux à cette époque. Il y a une problématique un peu similaire d'ailleurs avec les Rosenberg. Le juge Kaufman était lui-même aussi de confession juive. Hein. Autre question ? Oui, d'où venait l'argent de la famille et est-ce que les parents de Robert Oppenheimer l'ont soutenu ? Est-ce qu'il a eu des appuis familiaux ? Donc les deux questions en une. Oui, très bien. 2 questions. Alors, pour le travail de son père, son père arrive en 1888. Julius Oppenheimer arrive Oppenheim, d'Allemagne, à New York pour venir travailler avec oncle, cousin de la famille dans le tissu. Et ils vont être les spécialistes des doublures des manteaux. Et donc, ils vont gagner beaucoup d'argent. Voilà. Après, ce qui va faire la fortune de Robert Oppenheimer, mais ça sera une fortune a posteriori, c'est sa maman, Ella.
Elle est juive de Philadelphie, je crois, famille qui a de l'argent aussi, puisque évidemment à cette époque-là, on se marie quand même dans la même classe sociale. Hein. Mais elle est handicapée de la main droite et elle est peintre. Et elle part, financée par sa famille, elle part en France au début du XXe siècle, fin XIXe. Et là, elle revient avec Van Gogh, avec Manet. Elle revient, elle a pris 2-3 choses sur le chemin. Ça coûtait pas grand-chose, faut dire. Hein. Donc voilà, elle a fait provision de très grande beauté. Et il y a plusieurs photographies de Robert Oppenheimer devant les tableaux que sa maman a achetés. Voilà. Après, s'ils l'ont aidé, ils l'ont beaucoup soutenu parce que c'est un enfant inadapté. Donc, ils ont encouragé cet enfant inadapté. Mal, parfois, en l'envoyant en colonie de vacances. Bien, en lui permettant donc de faire sa première présentation devant un groupement de fans de pierres, de cailloux, minéralogie, etc. Oui, enfin, bref, je ne retrouve plus. Voilà, ce genre de choses-là, oui, ils l'ont aidé. Ensuite, une dernière chose a été faite de la part de ses parents, c'est l'héritage. Julius, alors, et là, elle meurt au début des années 30. C'est une catastrophe pour Robert Oppenheimer. Et puis son père meurt en 38, quelque chose comme ça, 37-38. Au moment où Robert Oppenheimer fait revenir les restes de sa famille, qui est en Allemagne, il fait venir aux États-Unis. Et donc, il va hériter de beaucoup d'argent et de tableaux. Cet argent-là, son père met en place un fonds fiduciaire et donne de l'argent aussi. Voilà. Et c'est l'argent qui sera transmis directement, pas dans le fonds, mais directement. Celui-là, Robert Oppenheimer va le donner aux universités de Californie pour créer des bourses pour les étudiants. Donc finalement, le papa de Robert Oppenheimer a financé des bourses pour des étudiants. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question, mais... Madame. Le livre 10 jours qui ont secoué le monde, hein, c'est ça. Ouais. Reds, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais disons qu'il y a tout un groupement de journalistes qui a écrit sur cette période-là, sur la montée du communisme et du socialisme aux États-Unis. Il y a La Jungle, par exemple, qui a un livre absolument incroyable de machin. Frank Norris. Oui, Sinclair, c'est ça, absolument. Disons qu'il y a, voilà, et pareil, Sinclair, il vient d'une famille du Sud qui a de l'argent, etc. Lui, il va rentrer dans le corps de Chicago, dans les abattoirs de Chicago. Il y a effectivement, dans ce moment-là, il y a tout un mouvement d'intellectuels qui vont se préoccuper du sort des petites gens. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'est soutenu par tout ce mouvement-là que tous les amis de Robert Oppenheimer ont pris leur carte au parti aussi, bien sûr. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, un grand merci donc à Merci Virginie Aulagnier. à vous, merci à vous. Merci. Et pour ceux qui n'auraient pas déjà lu l'ouvrage, bien entendu, il est à votre disposition ici.